Les dirigeants doivent rester connectés au terrain, en fait. C'est ce qui manque le plus aujourd'hui dans les entreprises et chez les dirigeants, de manière générale. C'est plus facile d'être dans sa tour d'ivoire, dans le 8e arrondissement, et de pas aller sur le terrain. Tout le monde veut aller à Dubaï, à New York, à Tokyo. C'est très bien. Mais aller aussi à Limoges, à Toulouse, d'être reconnecté à une réalité, parce que ça nourrit le dirigeant sur... Est-ce que ta marque, elle est partie dans des stratosphères en termes de prix? Est-ce qu'elle est encore connectée en fait avec ses clients? Est-ce qu'elle répond à leurs besoins? Salut Barbara. Salut Tim. Bienvenue sur Mindset le média. Merci pour ton invitation. Bah écoute, je suis ravi de t'avoir. Depuis 3 ans à peu près qu'on s'est rencontrés. Je me souviens de ce déjeuner près de l'Étoile où à l'époque tu étais directrice générale d'Éric Bompard et où je m'étais dit mais en fait cette femme coche toutes les cases et en plus elle est sympa, elle est abordable et elle a de l'humour. Bon, je vais arrêter de t'envoyer des fleurs. Est-ce que tu peux te présenter, Barbara ? Bien sûr, je peux me présenter. Alors, il y a 2 manières de me présenter. Je vais faire court sur la partie professionnelle. Je suis une dirigeante d'entreprise, comme tu l'as dit. J'ai fait 25 ans dans le luxe. Ok. Et je dirais de manière plus personnelle, j'ai 2 enfants. D'accord. Et je suis quelqu'un de curieux et de passionné. Je suis capable de passer une soirée à approfondir l'intelligence artificielle pour comprendre... à m'intéresser à la poterie japonaise et à ses techniques. Excellent. Et tu aimes le chocolat ? J'aime le chocolat. Et quel type de chocolat ? Parce que c'est quand même, c'est quand même le nerf de la guerre, le chocolat. En 2 mots, c'est quoi ton chocolat préféré ? Ah, bah c'est le vrai noir Chuao du Venezuela qu'on déguste à l'intérieur de la joue. Oh là là, c'est bien dit ça. C'est bien dit. Donc 25 ans dans le luxe ? 25 ans, oui. Quelle boîte ? Alors les boîtes, LVMH. Ok. Hermès, ok. Puis après des plus petites boîtes dans le luxe ou à la frange du luxe, Zadig & Voltaire et Bompard. D'accord. Quel job à chaque fois ? Écoute, j'ai fait beaucoup de jobs finalement. Oui. J'ai commencé par choix sur le terrain. Ok. Et on pourra y revenir. J'aime le terrain et je trouve D'accord. que les entreprises doivent aller voir et les dirigeants doivent aller voir ce qui se passe sur le terrain et leurs clients. Ok. Donc j'ai commencé chez Vuitton dans la boutique des Champs-Élysées. Ok. Puis ensuite j'ai évolué à développer des business, à développer des filiales. Et progressivement j'ai évolué vers le produit. Ok. À diriger des équipes qui créaient des produits et qui les développaient. Et tu as fait un peu de conseil aussi au début de ta carrière, non ? Et j'ai fait du conseil, mais pas au début de ma carrière. D'accord. J'ai fait du conseil après 10 ans d'expérience très opérationnelle. Ok. Dans quelle société ? Chez McKinsey. Ok. Qui n'est pas une des plus petites boîtes et pas la moins connue. Combien de temps chez McKinsey ? Et j'ai passé 5 ans chez McKinsey. En tant que ? En tant que consultante, puis manager d'équipe, etc. Il y a différents grades qu'on passe. Mais en tant que consultant qui sert ses clients, et des clients que j'ai toujours gardés en fait, en contact et qui sont devenus mes mentors pour la plupart et des personnalités que j'admire énormément. Donc un parcours dans le luxe, dans le conseil en strat. Et tu as fait quoi comme études ? J'ai fait une école de commerce, le SCP. Ok. Donc ça s'appelle un parcours académique un peu sans faute et différentes étapes dans le luxe, dans le conseil. Bon, c'est déjà pas mal pour te présenter. Je vais passer à la deuxième question. C'est quoi ta définition du mindset ? Alors le mindset pour moi c'est un corps vivant déjà, ça évolue et c'est la manière, la manière d'être au monde et d'appréhender les choses qui viennent, qu'on reçoit ou qu'on donne. Ok. Pour moi, c'est dans quel état d'esprit tu prends ou tu donnes les choses que tu vois passer dans ta vie. Et puis concrètement, pour moi, c'est vraiment tourner autour des rencontres, en fait. Ma vie n'est faite que de rencontres heureuses qui me nourrissent. T'en fais partie. Et se nourrir, c'est à la fois se nourrir des obstacles qu'on peut traverser dans la vie, les transformer en énergie positive, en opportunités, mais c'est aussi se nourrir de toutes les rencontres qu'on peut générer, d'aller vers les gens, des gens différents,
Et c'est vraiment moi ce qui m'anime au quotidien. Et ça, c'est mon mindset et ça l'a toujours été, je pense. C'est quoi une rencontre qui t'a particulièrement marqué dans ta vie et pourquoi? Il y en a plein. Ouais. Il y en Une a qui te plein. vient en tête comme ça? Professionnellement, qui me vient en tête, je te citerai 2 personnes qui sont très différentes, mais qui m'inspirent toujours beaucoup. Des noms. Des noms. Axel Dumas, Ok. chez Hermès, qui est une pour les gens qui personne, connaissent pas bien qui est Hermès. le gérant, directeur général d'Hermès Donc aujourd'hui. le patron d'Hermès opérationnel. Patron d'Hermès et qui fait partie de la famille. Et pourquoi il t'a inspiré? Et il m'a inspiré parce que c'est une personne qui à la fois a une vision très claire, est capable de maintenir l'esprit familial en fait dans l'entreprise au quotidien, qui est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui est très accessible, très humain. Ok. Et à la fois un excellent businessman qui est très inspirant, très cultivé, qui sait, qui a une profondeur d'âme. Ok. Et la deuxième personne que je citerai, avec laquelle j'ai eu aussi la joie de travailler, c'est Bernard Charlès, le président d'Asso Systèmes, un magnifique fleuron français dans la tech. Et à chaque fois que je rencontre Bernard, j'ai l'impression d'être transportée dans la 3e dimension. Excellent. Pourquoi? Bernard, c'est un pur visionnaire. Vraiment, comme je pense... Oui, ça peut être galvaudé. Alors, c'est quoi un visionnaire? Oui, mais un peu visionnaire dans le sens où lui, il voit des choses dans le futur pour améliorer le futur qu'on ne voit pas. Ok. Et non seulement il les voit, mais il sait les transformer en mots et en actions. Ok. Quand on voit ce qu'il a fait de Dassault Systèmes en partant des avions, aujourd'hui, il est capable de fournir des logiciels pour le luxe, pour le médical et pas des moindres, qui font bouger les lignes dans chacune des industries. C'est énorme. Et c'est quelqu'un qui, malgré toute son expérience et aujourd'hui son âge, reste très proche des jeunes, très alerte en fait, très curieux, insatiable de curiosité et de soif d'apprendre. Et je me retrouve dans ces valeurs. Je comprends très bien. Quelle est l'entreprise qui t'a le plus marqué dans ta carrière? Et pourquoi? Et c'est peut-être la question qui va avec. Quelle culture elle avait et comment tu définirais? Allez, c'est parti, la culture d'entreprise. Voilà, ça fait plein de questions, mais je vais t'interrompre et te couper. Raconte-moi. Je vais peut-être commencer par ma définition, en tout cas, de la culture d'entreprise. Pour moi, la culture d'entreprise, c'est finalement ce qui reste quand tu as tout enlevé, ce qui fait la différence. Ok. Et j'ai même envie de paraphraser, tu dois le connaître, tout le monde connaît, Paul Reverdy, qui dit « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». Et pour moi, il n'y a pas de culture, il n'y a que des preuves de culture. C'est-à-dire que la culture, c'est la culture en action dans le quotidien. Ok. Et d'ailleurs, on pourrait y revenir, mais les jeunes aujourd'hui dont on dit qu'ils ne sont pas attirés par les entreprises ou les grosses entreprises, je pense que c'est pas ça du tout. Ils sont beaucoup plus clairvoyants. Mais parfois, les entreprises ont un peu triché, ont un peu prêché leur culture sans forcément la vivre. En écrivant des valeurs sur les murs. En écrivant des valeurs sur les murs ou autres, mais sans forcément les vivre au quotidien. Et en fait, ce qui fait la différence, c'est les cultures qui restent, ou même pendant les temps de crise, pour moi, c'est les cultures qui savent rester elles-mêmes, en fait, rester authentiques et rester ancrées, faire bloc sur leur culture. Oui, c'est dans les moments difficiles qu'on peut justement voir si les gens restent à leurs idées, à leur incarnation, à leurs valeurs, et qu'ils le prouvent. Exactement, ils résistent. Et donc les entreprises. Et les entreprises, les entreprises qui m'ont marqué en termes de culture. J'ai connu des entreprises avec des cultures fortes, et assez diamétralement opposées, on peut dire, ou presque. Mais il y a des points communs. McKinsey. McKinsey, c'est la culture de l'exigence intellectuelle, du souci de résoudre des problèmes, d'aider les entreprises et du souci de faire ça collectivement. On fait ça en équipe, on n'est pas seul, on fait ça en équipe avec son client. Et donc, ça fait une culture de gens très soudés, en fait. Il y a beaucoup d'entraide. Avant, après McKinsey, pendant tout le temps. Oui, il y a les alumni de McKinsey. Il y a les alumni de McKinsey, mais voilà. Mais il y a profondément beaucoup d'entraide et je pense des gens, à la fois dans la sélection et dans le vécu, on vit des choses tellement fortes, c'est quand même intense,
qu'on reste soudés sur des valeurs communes humaines et intellectuelles. Qui sont donne-moi des exemples concrets de la culture de McKinsey. Je dis des valeurs de aller chercher l'excellence, l'exigence, toujours aller plus loin, ne pas être avare de son énergie pour aller chercher à résoudre les problèmes et aider ses clients. Ok. À l'opposé, Ok. ou en tout cas j'ai connu l'autre partie du spectre avec Hermès. Qui est la culture familiale, artisanale, où tout ce qui est mis en avant, c'est autour du geste, de l'artisan, de ses savoir-faire et de la création. Ok. Et le point commun que j'ai trouvé et que je continue à trouver avec McKinsey, c'est justement cette recherche de l'excellence, du travail bien fait, de l'exigence, d'aller toujours plus loin. Et là, cette fois, dans le geste et le travail de la main. Ok. Et ça, c'est un peu mon fil rouge, en fait. C'est-à-dire le travail de la main, Ok. Le geste, la transmission. En fait, c'est ce qui m'a amené dans ces entreprises et qui m'a attiré vers ces personnes. Donc, le travail de la main, le concret, mettre ton temps, ton énergie et ton beau pédigré au service de gens qui conçoivent et qui créent des belles choses de leurs mains, si j'essayais de... Ouais, qui créent des belles choses de leurs mains et qui savent ou qui ont le souci de prendre des matières naturelles, mais de ne pas les exploiter, mais de les sublimer. Ok. C'était quoi la culture de... Enfin, si tu me parles un peu d'Éric Bompard, c'est quoi la culture d'Éric Bompard ? Toi, tu es arrivé, tu as passé quoi, 3 ans là-bas ? 4 ans, ouais. Et c'était quoi la culture quand tu es arrivé ? Et est-ce que tu as réussi à transformer un peu la culture ? Comment ça s'est passé ? Par exemple, une culture d'entreprise d'Éric Bompard par rapport à Hermès, c'est très différent ? Et par rapport à McKinsey ? C'est différent dans le sens où la taille est différente et je pense que la culture s'en ressent. Ok. Et puis la manière dont une entreprise est née et dont elle a évolué. Et ce que j'ai aimé chez Bompard, mais chez Zadig & Voltaire et aussi chez Hermès, c'est qu'au fond, au départ, il y a un visionnaire, il y a un créateur, il y a une famille. Et c'est ce qu'on a essayé de faire renaître, même si la famille n'était plus présente chez Éric Bompard, mais de garder en fait cet esprit, cette taille humaine et cet esprit de famille et cet engagement des équipes pour un projet d'une personne et une vision d'une personne qui s'est incarnée dans une entreprise. Je comprends. Et si mes informations sont bonnes, tu as quand même... tu es arrivé dans un contexte compliqué chez Éric Bompard, avec des fonds d'investissement, etc., assez classiques en fait, mais tu as réussi en 2-3 ans à redresser la barre de manière assez remarquable, sans rentrer dans les informations confidentielles. Est-ce que tu peux me raconter un peu plus ? Parce que pas évident pendant le Covid en plus. Oui, pas évident pendant le Covid, mais après, c'est pas la seule entreprise qui a traversé ça. Et après, moi, ma mission, telle que je la prends, et mon souci dans les projets que j'ai faits chez Bompard et ailleurs, c'est de dire comment on part d'un existant et qu'on remet les fondamentaux en place et qu'on pose une vision et qu'on va plus loin pour aller chercher vraiment l'essence de l'entreprise. Donc ça passe par une plateforme de marque, par structurer des équipes qui ont envie de mettre en œuvre cette vision, et puis de cultiver, d'identifier et de cultiver les éléments différenciants de la marque. Oui. C'était quoi les éléments différenciants de la marque que tu as trouvé quand tu es arrivé ? Une marque avec des produits d'une très belle qualité, une marque qui est née de l'amont, vraiment de l'industriel. Donc il fallait continuer à être le référent dans la technique et cette maîtrise, je dirais, industrielle et de savoir-faire de fabrication. Et une marque qui incarne l'élégance, le beau, l'élégance à la française, mais d'une manière assez accessible. C'est pas de l'ultra-luxe. Oui. Et tu as réussi aussi à rajeunir un peu peut-être la marque, notamment à travers les plateformes de marque, etc. Oui, et puis la plupart des marques sont confrontées en général à une population cliente vieillissante, ou parfois dont le produit commence à être un peu moins dans l'air du temps. Donc pour ça, on travaille le produit, mais aussi on travaille les collaborations avec d'autres acteurs qui rapportent de la jeunesse autour du produit et de la marque et de sa communication et de sa dynamique.
Ok. Et donc, quels sont les autres ingrédients quand tu arrives dans une entreprise comme Bompard ou dans une autre, en tant que DG, en tant que nouvelle responsable, quels sont les ingrédients qui vont faire que tu vas prendre l'entreprise à ta main, tu vas la comprendre et tu vas la faire se révéler? Déjà, il n'y a pas de recette, Ok, mais ça part d'un mindset pour moi, ok, d'une posture ok. où d'abord il faut écouter. On parle souvent de la greffe n'a pas pris quand on veut rentrer dans une culture d'entreprise. En fait, déjà, la principale chose, c'est d'écouter. Donc, écouter les gens, écouter ce qui s'est fait, écouter ce qui a marché et pas marché, et écouter la marque. Ok. Ça veut dire quoi, écouter la marque? C'est intéressant, ça. C'est comprendre tout ce qu'elle a exprimé, en fait, Mm. à travers ce qui est visible, Ok, tout ce qu'elle a exprimé dans le temps. ok, C'est un peu comme faire sa fiche identité. ok, D'où elle est née, qu'est-ce qui la qualifie, est-ce qu'à un moment donné elle a eu des cicatrices ou pas, ok. et donc on peut utiliser plein d'outils pour ça, la sémiologie, plein de choses pour aller regarder voilà, quelle a été son expression visuelle, ses produits, quels sont les mots qui ont été utilisés pour parler de cette Ok. marque. Et puis une fois que tu as observé tout ça, c'est de dire sur quelle force on peut bâtir, qu'est-ce qui est vraiment différenciant, Oui. et qu'est-ce qui va être l'écriture du prochain chapitre, Ok. sans dénaturer l'existant. Ok. En fait, pour moi, le souci et ce qui m'anime aujourd'hui dans tout poste que je prendrais, c'est de dire comment on peut faire le futur sans dénaturer l'existant. Je comprends. Et c'est pour ça que j'aime la transmission et de regarder un petit peu sur quelles racines tu es ancré. Garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Je comprends, ouais, j'aime bien cette expression. Et avec les gens, on fait comment quand on arrive dans une boîte et qu'on est parachuté DG avec l'équipe, le CODIR, on fait quoi? Parce qu'il y a des gens qui te voient arriver positivement ou pas, avec des fleurs ou pas. Et comment on fait pour que ça fonctionne? Parce qu'un CODIR, c'est important. Alors, il y a le CODIR, mais il n'y a pas que le CODIR. Ok. Il faut réussir à embarquer toutes les équipes. D'accord? Donc, bien sûr, un CODIR, c'est important. C'est ta garde rapprochée. Il faut que ce soit ton bras télescopique pour que tout coule dans l'organisation. Oui. Et puis, que l'action soit là, qu'il soit investi, en fait, de la même vision que toi et qu'il te challenge aussi. Ok. Qu'il soit meilleur que toi pour te pousser. Et puis, comment on s'y prend, c'est d'aller vers les gens, les écouter. Vraiment les écouter sur ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont observé, ce qui les gratouille, les chatouille. Donc pas que au niveau du CODIR, partout. Partout, bien sûr, Ok. partout. Et d'aller sur le terrain, Ok. d'aller voir les gens, d'aller comprendre les clients, d'aller voir les équipes, ceux qui font en fait partout. Et pour moi, c'est ce qui manque le plus aujourd'hui dans les entreprises et chez les dirigeants, de manière générale, c'est Ils sont d'aller... déconnectés de la réalité. Ils sont complètement... c'est plus facile d'être dans sa tour d'ivoire dans le 8e arrondissement et de pas aller sur le terrain, ou d'aller... Tout le monde veut aller à Dubaï, à New York, à Tokyo. C'est très bien. Mais aller aussi à Limoges, à Toulouse, d'être reconnecté à une réalité parce que ça nourrit le dirigeant sur est-ce que ta marque, elle est partie dans des stratosphères en termes de prix, est-ce qu'elle est encore connectée en fait avec ses clients, est-ce qu'elle répond à leurs besoins, et c'est pas uniquement d'aller regarder ton e-réputation ou ce que disent tes clients ou les plaintes ou les commentaires de tes clients, c'est aussi d'aller le vivre sur le terrain. Et j'y ai toujours cru, comme je te disais, j'ai commencé par le terrain. Et pour moi, c'est quelque chose qui est qui coule dans mes veines. À chaque fois que je prends un poste, je vais voir ce qui se passe sur le terrain. D'accord. Et une fois qu'on a compris ce qui se passe sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait pour que ça marche? On met en place des plans d'action pour que ça marche, Ouais. pour résoudre les problèmes ou pour apporter de nouvelles idées en fait. D'accord. Ils ont besoin d'être surpris, qu'on résolve leurs problèmes, Oui. qu'on réponde à leurs désirs, à leurs attentes. Et en fait, c'est pas acquis, c'est jamais acquis. Donc,
c'est vraiment des allers-retours permanents sur la manière dont c'est fait. Et aller sur le terrain, c'est aussi... derrière tout ça, il y a de l'humain. Ouais. L'humain n'est pas infaillible. Ok. On peut commettre des erreurs. Tu peux avoir des vendeurs, en tout cas ceux qui sont proches de tes clients, et voilà, n'ont pas forcément la réaction qu'il faut. Donc c'est jamais une équation à 100% garantie. Non. Donc il faut être toujours présent avec les équipes aussi pour comprendre soit leurs difficultés à répondre, qu'elles n'inventent pas des choses, il leur manque peut-être des informations. Je comprends. C'est quoi ton management et pourquoi tu manages comme ça ? Alors déjà, je donne ma confiance a priori. Ok, moi aussi. Parce que j'ai foi en l'être humain. Et tu as raison. J'ai foi en la capacité de l'humain à continuer à apprendre, toujours. Je me l'applique, mais je l'applique aux autres. Donc j'ai à cœur de développer les gens, de les accompagner du mieux que je peux. Ok. Donc c'est un premier parti pris très fort. Tu fais confiance par défaut et ensuite tu accompagnes les gens et tu leur donnes les outils pour réussir. Exactement. Génial. J'ai conscience aussi que tout le monde n'a pas le même rythme dans l'entreprise. Ok. Alors, c'est pas évident dans certains contextes où il y a beaucoup de pression et il faut aller très vite, il faut réussir à embarquer tout le monde. Et dans ces cas-là, moi, je me dis, l'important, c'est d'embarquer une masse critique. Oui. Tout le monde ne peut pas aller à un rythme effréné. Et c'est important d'en avoir conscience, en tout cas de se le répéter régulièrement. Je suis exigeante pour moi-même, pour les autres, mais de se dire que dans une organisation, on ne peut pas avoir que des gens qui roulent à 2000 à l'heure et que le tout fait un équilibre et que chacun apporte quand même quelque chose. Je comprends, mais c'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que tu vas évaluer, par exemple, dans un codir, tu vas essayer d'embarquer la masse critique qui va rouler à peu près à la même vitesse, c'est ça ? Oui, alors le codir, il vaut mieux qu'il roule parce que c'est une équipe rapprochée et resserrée. Oui. Donc le codir, il vaut mieux que tout le monde roule à peu près au même rythme. Après, avec ses différences et que tout le monde se sente écouté, impliqué et voix au chapitre. Oui. Et d'ailleurs, de vraiment regarder les différences de personnalité et les préférences, je dirais, individuelles pour pas que les extravertis étouffent les introvertis, etc. Parce que toutes les idées sont bonnes à prendre. Donc ça, c'est plus la dynamique du codir. Après, mon point, c'était plus de dire, dans l'ensemble de l'organisation, on a besoin aussi des gens qui sont peut-être pas les super performeurs, mais qui ont le bon état d'esprit et qui fit bien dans la culture. Okay. Et c'est ceux qui font le liant, c'est ceux qui ont un petit mot sympa, c'est celui qui distribue le courrier, mais qui ne le fait pas machinalement et qui est celui qui apporte la bonne nouvelle dans l'entreprise. Donc il faut de tout, en fait. Ok. Donc c'est une alchimie complexe avec plein de petites choses qui ne se limitent pas à la qualité du codir et des individualités qui vont rouler à la même vitesse dans le codir, c'est bien ça ? Tout à fait, et de cultiver les différences, en fait, de les accepter et les cultiver. Comment tu fais sans court-circuiter ton codir pour t'assurer que tout ça fonctionne ? C'est bien d'aller sur le terrain, mais après, c'est quand même tes équipes, et elles ont leurs équipes. Ouais. Donc chacun son boulot, je suis taquin. Bien sûr, chacun son boulot, et ça, c'est important pour moi, déjà de se le dire, qu'il n'y ait pas de défiance là-dessus. Et je le fais toujours dans une communication la plus transparente et la plus large possible. Okay. Déjà, moi-même, en faisant toujours attention à jamais marcher sur la fonction de la personne. Si je vais en magasin, je ne vais pas donner des leçons à l'équipe. Ça, c'est le rôle du directeur régional, du directeur commercial, du directeur pays. Je ne le fais pas forcément seul. Donc, je peux faire des visites seules sur le terrain, mais des visites avec le directeur pays ou régional ou autre. Parce que c'est une manière aussi de transmettre. Lead by example. Oui. Et puis d'échanger aussi, de faire ping-pong à ce moment-là, mais sur
sur une réalité tangible, sur un vécu, sur une observation et de faire ça ensemble. Et si d'aventure, j'ai des feedbacks à donner, des choses que j'observe, des choses à améliorer ou des choses positives, je ne le fais pas tout en spontané. Il y a des choses que je peux partager après en disant voilà, j'ai visité, j'en sais rien, j'ai visité l'Allemagne, voilà ce que j'y ai vu. Et c'est l'occasion soit de donner des conseils à la personne sur la manière dont j'améliorerais les choses si elle n'a pas forcément d'idée, ou lui passer des messages positifs sur ce qui est bien aussi. Je comprends. C'est quoi ta plus belle réussite ? Elle n'est pas facile. Hein. Elle n'est pas facile. Je peux la reformuler pour te laisser le temps. C'est ça qui est dur dans nos interviews, c'est qu'il y a une trame et après, moi, j'adore en sortir. Donc, une de tes plus belles réussites et pourquoi ? C'est marrant, en spontané, j'ai souri parce qu'en spontané, tu connais mon amour, ma passion pour le Japon. Ouais. Et en fait, en spontané m'est venu ce projet que j'ai fait avec multiculturel, on va dire, de collaboration pas seulement française et japonaise, mais française, anglaise et japonaise, avec Mark Newson et Pilote. On avait un projet à mener d'envergure, de création au sein d'une ligne d'écriture d'un stylo qui est unique. Et ma plus belle réussite, c'était un projet qui avait été entamé avant que je prenne mon poste, qui végétait. J'étais chez Hermès, et qui avait du mal à sortir. Et ma plus belle réussite, ça a été de vraiment, en un temps court, d'accélérer par ma connaissance, je pense, de la culture aussi, ma proximité à la culture japonaise. Et d'être vraiment d'embarquer aussi les équipes pilotes comme les équipes françaises comme Mark Newson dans l'accélération de ce projet, parce qu'on avait le même souci d'adhérer à la perfection japonaise de pilote, et on se comprenait. Et le stylo est sorti. Le stylo est sorti, il y a eu un grand succès, il s'appelle le Nautilus, et c'est une œuvre d'art incroyable, et surtout c'est un aspect très technique, parce que tout ce que Mark Newson, qui est un designer incroyable, avait designé était nouveau en fait. Je comprends. Dans la manière de fabriquer, dans la manière de concevoir, donc il fallait tout inventer, et les Japonais ils se mettent une barre très très haut, donc il fallait avoir du répondant avec eux et travailler main dans la main avec eux, parce que c'est une culture très collaborative. Je comprends. C'est un très bon exemple. Et c'est quoi les qualités que tu avais à l'époque et que tu as aujourd'hui, les points clés qui fait que ça a marché ? Tu vois, les 3 qualités cruciales de Barbara, au-delà de son parcours sans faute, etc. C'est quoi tes 3 qualités qui vont forcément, qui incarnent ton mindset forcément ? Toujours d'avoir une approche humaine. Ça, je suis d'accord. Vous voyez, dans les réunions très techniques où on parlait de la dimension de la plume, de la manière dont le stylo devait tourner, etc. Voilà, moi je me faisais fort de connaître quelques blagues en japonais et de pouvoir les dire, enfin de casser un peu la glace dans des moments un peu formels, sérieux, d'apporter mon petit côté français, mais d'être très respectueuse en fait de la manière dont ils travaillent à eux aussi. Je comprends. Donc d'être dans ce mélange-là. Au Japon, typiquement, une réunion collective, bien sûr, on n'interrompt pas les gens, mais on ne fait pas de discussion à part. C'est le collectif qui parle. Voilà, d'amener aussi mon équipe à savoir comprendre ses codes et à les respecter. Je comprends. Donc l'humain, mais la façon dont tu le décris précisément est super pertinente. D'autres qualités à me soumettre, moi je te connais bien, donc je suis pas forcément objectif, mais comment justement, au-delà de ton côté très humain, au service du business, c'est quoi tes autres lignes directrices de réussite à travers ton mindset ?
la curiosité, je dirais, et Ouais. la soif d'apprendre. Ok. Euh, et pour moi, ça, c'est une qualité essentielle dans la vie, Ouais. mais aussi d'un dirigeant. C'est-à-dire que de donner du temps aux autres, pour moi, ça fait partie de la curiosité, Ouais. d'être ouvert aux autres. Mais un temps pas transactionnel, un temps gratuit, en fait. Alors pour être très honnête, je ne l'ai pas toujours très bien fait, je pense. Ok. Mais j'en ai bien conscience et je le fais de plus en plus. Ok. Tu vois, le mindset, ça évolue, on grandit. Parce que je me rends compte, en fait, les dirigeants passent pas assez de temps à faire des choses, je dirais, gratuites. Oui, pro bono. Ouais, pro bono, mais pro bono, même donner du temps aux gens Ouais. et rencontrer des gens, parce que ça nourrit, c'est pas forcément visible dans l'instant sur l'entreprise, mais Oui, ce voilà. que tu es en train de me dire, c'est que finalement, ça rejaillit sur toi et que tu apprends énormément en faisant ça. Bien sûr. Ok. De partager les expériences des autres, d'accompagner les autres aussi. D'accord. Moi, je pense que ma plus grande fierté, et en tout cas satisfaction, c'est quand j'ai des personnes de mes anciennes équipes qui m'appellent, même des années après, ou dans un moment, un tournant de leur vie professionnelle, soit pour me le partager, soit pour remercier, soit pour demander des conseils, ou celles que je croise dans la rue et voilà, qui me disent des choses très sympas sur ce qu'elles ont appris à mes côtés. Pour moi, c'est ça le rôle du dirigeant avant toute chose, avant même, voilà, c'est de remettre de l'humanité et avant la performance. Je comprends. Et est-ce que tu penses pas qu'aujourd'hui, on cherche beaucoup trop la performance et qu'à un moment, ça devient un non-sens parce qu'il y a des gâchis qui vont avec, où il y a des inepties dans la tech, l'hypercroissance à tout va, dans le textile, la planète qui s'en prend plein la poire. Jusqu'où peut-on aller pour contenter les actionnaires ? Très certainement, mais c'est pour ça que je dis les dirigeants doivent rester connectés au terrain en fait pour pas oublier ça. Tu vois, quand tu vois si tu vas place Vendôme et que tu demandes des prix d'une montre, je pense qu'à 10 000 euros minimum il n'y a pas. Ouais. C'est plus possible en fait d'avoir quand des gens ont du mal à payer leur loyer. D'avoir des prix aussi extravagants. Pour moi, c'est une déconnexion, en fait, tout ça, cette course au profit et à la performance, qui peut être vertueux, mais quand on devient déconnecté d'une réalité et quand les petites mains ne peuvent plus payer les produits qu'elles fabriquent, c'est un vrai problème. Et voilà, c'est lié à, effectivement, l'enchaînement que tu évoquais précédemment. Mais... pour moi, ça devrait être, en tout cas, le souci des entreprises et des dirigeants de se dire, on ne peut pas être aussi déconnecté de la réalité, même si le travail a un coût, la matière a un coût, la valeur ajoutée qu'on apporte au produit a un coût. Donc ça se comprend. Mais il faut raison garder. Et il y a beaucoup de gens qui parlent des jeunes en disant, oui... ils sont pas manageables, ils veulent pas bosser. T'en penses quoi et c'est quoi la recette même si c'est pas toi qui vas les manager directement, c'est quoi ton avis là-dessus ? Déjà, moi j'ai toute confiance en la nouvelle génération et les jeunes, je les trouve admirables. Ok, pourquoi ? Ils sont beaucoup plus lucides qu'on ne l'imagine. Ouais, nous on était bons soldats, plein de on se posait sujets. pas beaucoup de questions aussi peut-être. Il y avait peut-être ça. Mais même sans comparer, moi, je les trouve dans l'absolu très lucides et ils voient beaucoup de choses. Tu vas en parler de la culture d'entreprise. Les jeunes ne rejettent pas le modèle de l'entreprise ou de la grande entreprise. Ce qu'ils rejettent, c'est peut-être le manque d'authenticité parfois. Alors, on a fait beaucoup de marketing produit pour les clients. Ouais. Parfois un peu mensonger, ou en tout cas loin de la réalité. C'est un peu la même chose sur les cultures d'entreprise. Je parlais de la culture dans l'action. Oui. Et je pense que les jeunes, j'ai toute confiance, et je vois des jeunes, à commencer par mon fils qui est rentré dans une entreprise, et dans la manière dont il a mené tout seul son processus de recherche d'emploi et de compréhension
de l'environnement dans lequel il voulait travailler m'a bluffé. Et les jeunes savent taper aux bonnes portes, toujours avec l'histoire de l'humain et d'aller voir les bonnes personnes avec lesquelles ils partagent des valeurs pour se dire, OK, il va m'expliquer la manière dont on vit dans cette entreprise et est-ce que j'ai envie d'y aller ou pas. Okay. Non, les jeunes ont envie de travailler, mais ils n'ont plus envie de travailler dans les mêmes conditions. Ils n'ont pas tort. Et il y a encore une force créative, ils ont une énergie incroyable quand on voit les difficultés dans lesquelles le monde se trouve et les crises qui les entourent. Je trouve qu'ils ont une énergie, une ouverture, un positivisme qui est impressionnant. Ok, super. Alors moi qui suis curieux, je sais que aujourd'hui... Ok, on va bientôt finir, merci beaucoup. Moi qui suis curieux, Barbara, je sais qu'en ce moment, tu discutes avec beaucoup d'entreprises, tu fais du conseil, et de par ton exigence positive pour trouver, comme on dit chez Mindhunters, la compatibilité parfaite, tu vas un jour trouver peut-être la perle rare d'une direction générale, d'une reprise de boîte. Et pendant ce temps-là, tu fais tes missions de conseil, donc tu vois quand même pas mal de choses. Et je sais que tu aides des entrepreneurs. Donc ça, c'est super chouette. Mais dans une vie idéale, si tout était possible, ce serait quoi la boîte de tes rêves ? Pour moi, tu l'as souligné, c'est de trouver le bon environnement qui épanouit tout le monde. Okay. Cherche pas le prochain job, cherche le prochain projet. Okay. C'est pour ça que je me laisse le temps de le faire. Parce que, tu l'as vu, j'aime les histoires dans la durée. Oui. Et j'ai toujours fait le choix des personnes et du projet avant toute chose. Okay. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans toutes les entreprises. Je peux toutes les citer. Le choix du projet et des personnes avant le reste. Okay. Avant le reste. Très bien dit. Okay. Et donc, mon motto, c'est « The great people at the right place Okay. ». Et je me l'applique à moi. Je veux essayer de trouver le bon environnement qui me permettra d'exprimer mes valeurs humaines, mes valeurs esthétiques. Et tu l'as dit, ça peut être un grand groupe, ça peut être une plus petite entreprise. Tant que je trouve le terreau d'un projet à transformer, à faire renaître, à faire bouger, et que c'est la mission qu'on m'assigne. Génial. Une dernière question. Est-ce que tu aurais un message à transmettre, un conseil, un point de vue à faire passer aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent dans ce contexte qui n'est pas toujours facile économiquement, etc. Tu aurais envie de faire passer quoi comme message ? De ne jamais oublier l'humain, les autres, d'être ouvert aux autres et de ne jamais oublier cette relation authentique et humaine. Certes, il y a plein d'outils, il y a l'IA, il y a les Teams, etc. Mais voilà, de se voir, de se parler, d'échanger et de ne pas faire de la différence un objectif qu'on se fixe pour compter la diversité ou autre, mais ne pas en faire cas et de le vivre au quotidien. Et c'est le mélange qui fait le bon terreau. C'est le mélange qui fait le bon terreau. On va retenir ça pour clôturer notre conversation. Merci beaucoup, Barbara, de t'être déplacée et d'être venue discuter avec moi sur Mindset le média. À très bientôt. Merci, Tim.